Bonjour et bienvenue sur Outrospection, le podcast qui te sort de ta tête et qui t'ouvre aux autres. Bonjour à tous et bienvenue dans le 19e épisode du podcast Outrospection. Cet épisode est réalisé en collaboration avec Adada. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Adada, il s'agit d'un média luxembourgeois spécialisé dans le marketing et la communication. Et cet épisode sera également disponible sur adada.lu. Aujourd'hui, je suis particulièrement contente de vous retrouver puisque je suis en bonne compagnie. J'ai été rejointe par Amaryllis Sibon. Bonjour. Bonjour Anissa. Comment vas-tu ? Ça va très bien et toi ? Ça va super, écoute, de bonne humeur. Alors je disais Amaryllis, c'est ton prénom. Oui. Mais sur les réseaux, tu es plutôt connue sous le nom de Amy Lily. C'est ça. Qui est ton nom d'artiste. Oui. Alors moi, je disais que tu étais une personne que j'aime beaucoup parce que, en fait, j'aime autant la personne que tu es, mais j'aime aussi beaucoup ton art. Tu es illustratrice. Oui. Et moi, j'adore ton univers. On va y revenir avec plaisir. Et j'avais envie vraiment de t'avoir dans le podcast parce que, je vais vous donner toutes les bonnes raisons, en fait, d'aller suivre ce que fait l'artiste Amy Lily juste après ce podcast. Mais avant tout, comme tu le sais, on a un petit peu une tradition dans le podcast. C'est de commencer par la citation de l'invité pour apprendre un petit peu à te connaître à travers, une citation qui t'est chère ou qui t'inspire. Est-ce que tu as réfléchi à quelque chose ? Oui, donc comme je te disais, je n'ai pas réussi à en choisir qu'une seule, donc j'en ai choisi deux. Ok, super. Écoute, 2 pour le prix d'une. Voilà. Allez. Donc la première, c'est « Il n'est jamais trop tard pour devenir ce que tu aurais pu être » de Georges Eliot. Donc c'est une citation vraiment qui me tient à cœur parce que en fait ça résume un peu en fait ma vie. Donc, Okay. Puisque ça fait plus ou moins 1 an et demi que j'ai changé vraiment de carrière professionnelle. Donc changer sur le tard. et la deuxième, c'est « Le plus grand échec est de ne pas avoir le courage d'oser » de l'abbé Pierre. Et ça aussi, depuis toute mon enfance, depuis que je suis toute petite, j'ai vraiment beaucoup de mal à oser et par exemple, à montrer mon art, ou même dans d'autres domaines, par exemple. Mais oui. Mais tu te forces finalement à oser quoi qu'il arrive. Voilà, ça fait quelque temps que j'essaye d'oser. Bon, c'est Ouais. très compliqué, mais parce que je suis quelqu'un de très introverti, mais ça m'apporte beaucoup. Et donc, c'est un travail sur moi, mais qui m'apporte vraiment beaucoup. Super. Écoute, je trouve que c'est un très bon choix de citation et en plus, je les trouve vraiment complémentaires parce qu'il y a cette notion de « il n'est jamais trop tard pour devenir la personne que tu souhaites être ou alors pour avoir la vie que tu as envie de mener » et de la même manière que s'il te plaît, ose quoi. Voilà. C'est vraiment 2 belles citations et je trouve qu'elles te ressemblent beaucoup. Merci. Justement, on va rentrer un petit peu dans le cœur du sujet parce que une des raisons pour lesquelles je voulais t'avoir dans le podcast, c'est que je trouve que tu as vraiment une histoire originale et super intéressante parce que oui, je l'ai dit en ouverture, tu es artiste, tu es illustratrice, mais avant ça, tu avais une toute autre carrière que tu as occupée pendant de nombreuses années et qui t'a poussée, on va dire, dans un état extrême de burn-out. Oui. Et ça, c'est un sujet sur lequel je voulais vraiment sensibiliser beaucoup de personnes parce que, comme tu le sais, mon podcast, il est toujours assez ouvert sur les notions de développement personnel, sur les notions de bien-être. Et pour moi, que ce soit après dans l'entrepreneuriat ou dans l'art, je pense qu'il doit y avoir un équilibre aussi sur le côté psychique, mental. Et aujourd'hui, j'avais vraiment envie qu'on en discute et je te remercie du coup d'avoir accepté mon invitation et de partager ça avec nous parce que j'avais envie un petit peu de sensibiliser les différentes personnes qui peuvent écouter ça ou qui peuvent avoir des personnes aussi dans leur entourage qui vivent ça, qui traversent cette épreuve. Et donc, moi, c'est un truc que j'ai beaucoup aimé dans ton cas parce que tu as eu vraiment une grande transparence en me disant écoute, moi je suis artiste depuis pas si longtemps que ça fait 1 an et demi que vraiment je suis à fond là-dedans, mais avant ça j'ai eu une grosse période de burn-out et finalement c'est arrivé, mais ça m'a permis de transitionner vers une nouvelle vie, vers une forme de renaissance. Exactement. Et c'est un petit peu aussi, on va dire, la thématique du podcast aujourd'hui, c'était de se concentrer un petit peu sur cette phase que tu as rencontrée qui a été très difficile et jusqu'à parler aujourd'hui de ta nouvelle carrière d'artiste pour qu'on en sache un petit peu plus sur toi. Oui, je pense que c'est très important d'en parler. Parce que, il ne faut pas le cacher en fait. Déjà, c'est une partie de moi. Donc je trouve que c'est important que je puisse en parler librement. Mm-hmm. Et aussi, j'ai envie de montrer... Je sais qu'au Luxembourg, il y a beaucoup de gens dans mon cas. Et
on n'en parle peut-être pas assez, donc si je peux aider, tant mieux. C'est super. Écoute, merci à toi. Alors, pour un petit peu nous expliquer ton parcours, donc toi, tu es luxembourgeoise. Je suis belgo-luxembourgeoise, donc je suis née à Bruxelles, et mes parents sont venus au Luxembourg quand j'avais 4 ans, donc je suis presque plus luxembourgeoise que belge, on va dire. Voilà, mais oui, donc j'ai fait mes études au Luxembourg dans le système luxembourgeois. Bon, j'ai toujours eu un peu de problème avec les langues, donc les langues, ça n'a jamais été, même le français, bon, écrit ça va, mais oral, comme tu as pu le voir, j'ai du mal. Pas du tout, absolument pas. Donc voilà, donc j'ai fait mes études dans le système luxembourgeois. Voilà. Et justement, on en avait un petit peu discuté. Toi, tu m'avais dit que peut-être maintenant, avec le recul, ton parcours scolaire avait pu expliquer, on va dire d'une manière ou d'une autre, ce qui t'est arrivé, ce qui s'est passé avec ce burn-out professionnel. Mais pour nous raconter un petit peu la particularité un peu de ton parcours scolaire, comment tu le définirais ? Chaotique. Chaotique, vraiment ? Ah oui, plus que chaotique. Donc, en fait, j'ai toujours été quelqu'un qui est beaucoup plus à l'aise avec les personnes plus âgées que moi, on va dire. Et donc, je n'ai jamais été vraiment à ma place à l'école. Bon, j'ai eu quelques années où j'avais vraiment une super classe, donc ça allait. Donc les primaires, ça a été. Jusqu'à la dernière de primaire où j'ai déménagé, et là j'ai commencé vraiment à avoir un peu des crises de panique. Ça s'illustrait comment, tes crises de panique ? Là encore ça allait, mais j'étais stressée dès que je devais aller à l'école. J'étais vraiment très très stressée. Stress et anxiété surtout. L'anxiété. Okay. Mais donc voilà, j'ai terminé mes primaires et puis après j'ai dû choisir un lycée. Et donc et là par contre là ça a commencé, ça n'a plus du tout été. Donc j'ai commencé à avoir des grosses crises de panique. Je me souviens, je faisais tout pour ne pas aller à l'école. J'ai essayé une fois de me casser un bras. J'ai essayé de me faire vomir, mais j'y arrivais jamais. Le jour d'avant, enfin le soir avant d'aller à l'école, je me mouillais les cheveux. Et pour tomber malade ? Oui, pour tomber malade. Ah oui. C'était tous des trucs comme ça. Et j'étais en pleurs, en panique. Heureusement, les professeurs étaient très compréhensifs. Ouais. Oui. Et puis, on essayait aussi de savoir pourquoi j'avais cette phobie. Et même maintenant, c'est encore assez flou. Donc, c'est vraiment l'inconscient qui te fait prendre peur de quelque chose qui est vraiment... Moi, en fait, j'avais peur d'aller à l'école parce que je pensais que si j'allais à l'école, j'allais rater ma vie. Okay. C'est vraiment très bizarre. Non, mais on peut pas... c'est sûr que, tu vois, ça, c'était une croyance que tu avais. Oui. Et c'est très difficile, en fait, de l'expliquer parce que c'est enraciné, en fait. Voilà. Donc, à part un vrai travail de profondeur, c'est très difficile de pouvoir te dire « Mais c'est bon, pourquoi tu penses à ça ?» Non, ça, c'est facile, mais c'est justement pour ça que j'imagine que tu avais l'aide d'un professionnel pour t'aider. Oui. Et puis après, on a pris le choix, on a fait le choix avec mes parents que j'aille, en fait, l'année d'après dans un système belge. Ok. On s'est dit peut-être que si c'est un système français, ça ira peut-être mieux pour moi. Francophone. Francophone. Donc, système francophone, en fait, je serais peut-être moins stressée. Donc, j'avais déjà 18 ans à l'époque. Et au Luxembourg, il y a 1 an de plus à faire au lycée que dans le système français et le système belge. Okay. Et donc, je voulais passer tout de suite en dernière année au lieu d'avant-dernière année. Et ils n'ont pas voulu. Donc, je me souviens même avoir écrit des lettres mais ça n'a pas marché. Et donc, j'étais en avant-dernière, donc avec des gens, comme j'avais redoublé déjà une fois, avec des gens de 2 ans de moins. Donc, tu avais des personnes de 16 ans avec toi à l'école. Ouais, 16, 17 ans. Okay. Et donc, c'était pas bien. C'était encore pire. Ouais. Je crois que je suis restée 2 semaines. Ok. Je suis restée 2 semaines, c'était de nouveau, c'était encore pire qu'avant. Ok. Et donc là, mon père, le pauvre, je suis désolée, papa. mais il était, je me souviens, il était désespéré. Et alors, c'est lui qui a trouvé la solution des cours du soir pour adultes à l'Athénée ici au Luxembourg. Donc j'ai commencé à faire ça. Et étant avec des adultes, là, il n'y avait plus du tout de soucis.
Donc j'ai terminé mes études avec les adultes en cours du soir. Ça m'a pris 1 an de plus pour finir. Donc j'ai eu mon bac à 21 ans. Mais bon, oui, mais tu l'as eu. Je l'ai eu. Tu es arrivée au bout. Voilà. Et puis après, j'ai commencé 1 an d'anglais ici à Luxembourg, puis 3 ans de design à Londres. Et là, à l'université, j'ai jamais eu de problème. Ok, donc c'est vraiment, ça a été caractéristique en fait de ton adolescence vers l'âge, on va dire jeune adulte. Mais une fois que tu es passé en études supérieures, tu n'as pas eu de nouveau cette espèce de phobie scolaire où pour le coup, à l'université, ça se passait bien. Tu faisais tes cours. Bon, j'étais toujours très très stressée parce que je suis quelqu'un de stressé et d'anxieux de nature. Pour les oraux, ça n'a jamais été... j'ai toujours... c'était toujours une catastrophe, les oraux. Mais au moins, j'étais contente d'y aller. Et justement, donc, tu pars à Londres faire des études en design. Oui. Est-ce que tu t'étais fait un peu une idée de la carrière que tu voulais mener ? Est-ce que tu te voyais professionnellement dans un environnement de travail à cette époque ? Alors, en fait, depuis que j'avais 16 ans, j'allais travailler tous les ans 2 mois dans un Big Four. Donc... tous les ans, j'avais le même poste, donc j'ai fait ça pendant presque 10 ans, on va dire. Oui, puisque je l'ai fait aussi pendant, non, peut-être pas 10 ans, mais on va dire 6-7 ans. Et à chaque fois que je terminais les 2 mois, je me disais toujours, jamais je travaillerai dans la finance ou dans un bureau. Je ne travaillerai jamais dans un Big Four. Et donc, je savais que je voulais faire de l'artistique. J'ai toujours été très, très, très artiste. Ma maman est artiste, mon grand-père est artiste, donc ça, c'est un peu dans la famille, on va dire. Et j'ai toujours voulu faire quelque chose d'artistique. Alors, quand j'ai commencé mes études de design, j'ai fait du design, en fait, parce que je me suis dit tout de suite, le design, il y aura plus de débouchés. Mais dans mes études, en fait, ce que je préférais vraiment faire, c'était vraiment illustrer et dessiner. Donc, je savais déjà que c'était ce que je voulais faire. Et mon métier de rêve, c'était de faire de la conception de décors pour les parcs d'attractions. Ok, c'est super spécifique. Oui. Ok. Et il y avait qu'une seule, à l'époque, en tout cas, il y avait qu'une seule école qui faisait ça. Et c'était une école en Amérique, mais qui coûte genre 30 000 $ l'année. Et donc, quand j'ai terminé ma licence, je me suis dit, c'est ça que je voulais faire en fait, mais j'avais pas l'argent. Donc, je suis revenue, je me suis dit, bon, je vais commencer un peu à travailler. Ok, donc tu es revenue au Luxembourg après tes études à Londres. Et du coup, qu'est-ce que tu as fait ? Est-ce que tu as essayé de trouver du travail dans des agences ici ? Quand je suis revenue, j'étais déjà très fatiguée parce que la dernière année, en fait, c'était des projets de groupe. Sauf que le groupe, c'était moi, parce qu'il y avait personne qui travaillait avec moi. On connaît les projets de groupe. Ça, c'est vraiment... mon Dieu, quoi. Après, c'est super bien parce que ça te comment dire, ça te forme à travailler en équipe, etc. Mais malheureusement, c'est jamais pris au sérieux par tout le monde. Et c'est hyper frustrant quand toi, t'es quelqu'un de très... tu sais, qui est très engagé, qui se dit, bon, bah là, maintenant, on doit rendre un devoir. Et du coup, il y en a beaucoup de gens qui se reposent sur des personnes qui ont des tempéraments comme ça. Ah oui, c'est hyper frustrant. Oui, et c'est fatigant, mais heureusement, on l'a vu à la fin de l'année parce qu'on avait un oral à faire, une présentation en fait. On avait conçu un bus, les bus londoniens. On avait conçu une cuisine pour un client fictif, mais c'était des vrais clients en fait. C'était des gens qui venaient nous écouter. Et donc on avait fait tout ça. Et moi, c'est moi qui avais eu l'idée du bus et tout. Et à la fin, pendant qu'on l'exposait, il posait des questions et c'est moi qui répondais tout le temps. Et alors la prof, elle a dit, mais laisse un peu les autres répondre. Sauf qu'ils on va les laisser. Voilà. Mais ça, c'est hyper frustrant parce que justement, le travail de groupe, généralement, égale une note de groupe. Oui. Et c'est méga frustrant. Soit tu te prends une sale note parce que les autres n'ont pas beaucoup bossé, ou soit tu te prends une bonne note et les autres se prennent une bonne note avec toi. Et ça, c'est un système hyper injuste. Même si ça reste du travail de groupe et quand ça se passe bien, c'est génial. Mais quand ça se passe pas bien, c'est hyper injuste. Oui, c'est... Ouais, mais donc toi, t'es revenue un peu fatiguée de tous ces... un peu fatiguée. Et un mois peut-être après... donc je m'étais dit, je vais prendre 1 ou 2 mois pour moi. Et 1 mois après être revenue, donc j'ai ma boss
des étés, enfin la boss, ta manager avec laquelle tu manager, travaillais quand tu faisais des jobs d'été, quoi. Qui m'a demandé si je voulais venir aider la team pendant hors saison. Oui, pendant 3-4 mois, quoi. Ok. C'était une autre team. Donc moi, je travaillais pour la planification des auditeurs. Je planifiais les auditeurs pour toute l'année, on va dire. Ok. Et là, c'était la team facturation. Ok. Donc, elle t'a proposé quoi, un CDD un CDD, okay. Un CDD de 3 ou 4 mois. Ok. Donc au début, j'ai vraiment pas voulu. Je me suis dit non, je veux pas. Ils ont essayé plusieurs fois et à la fin, j'ai cédé. Donc je suis venue. Et donc, pour finir, ils m'ont proposé un CDI. Et je suis restée là presque 5 ans. Ok, donc ça partait d'un simple CDD après tes vacances d'été, finalement ça s'est prolongé en un CDI dans un Big Four, ce que tu voulais à la base pas faire. Voilà, mais pas du tout. Okay. Donc pourquoi est-ce que toi tu as accepté après ton CDD? Qu'est-ce qui t'a poussé à dire oui? Donc en fait, ce qui m'a poussée, c'est assez complexe parce que donc au début j'étais là, j'ai accepté le CDD au début parce que je me suis dit je vais me faire un peu d'argent, j'irai faire un master par la suite. Et puis après les plans ont changé. Donc j'ai 3 petites sœurs et la dernière qui va avoir 15 ans dans 2 jours. Oh, super. Donc à l'époque, elle devait avoir 10 ans, je ne sais pas. Et ma petite sœur, elle fait du patinage en compétition. Et elle a eu une opportunité de pouvoir partir en Suisse, s'entraîner avec un champion du monde en fait. Et la Suisse, ça coûte assez cher. Donc mes parents ne voulaient pas au début. Parce que il faut quand même le budget. Ouais. Et c'est moi qui les ai poussés en fait. Je leur ai dit je vais payer une partie parce que c'est quand même une très grosse opportunité. Et comme je gagne mon argent pour l'instant. De toute façon, je sais pas quoi en faire pour l'instant. Donc, et moi par la suite, moi je me suis dit, je peux toujours aller faire un master dans 5 ans, quelque chose comme ça. Mais ma sœur. C'est une opportunité. C'est une opportunité. Quoi. À 20 ans, ce sera fini, quoi. Donc, voilà. Donc, je lui ai dit, allez, foncez. Et donc, elle a été 1 an en Suisse et puis 2 ans en France. Ok. Donc, et c'est pour ça que je leur ai proposé de contribuer un peu à cette aventure. Donc tu t'es dit, là j'ai une opportunité de continuer à bosser pour ce Big Four, je vais le faire. Je peux aider par la même occasion ma petite sœur à réaliser un rêve et à s'épanouir dans le patinage de manière encore plus professionnalisée. Et du coup, je vais bien voir où ça me mène. Voilà. En plus, au début, pour finir, c'était un job qui était assez sympa. On s'entendait bien dans la team, dans mon équipe, et j'apprenais plein de choses. Donc, quand j'apprends des choses, moi, je suis contente. Et après 3 ans, je crois que j'étais un peu en bore-out, on va dire. Donc là, tu t'ennuyais. Tu avais fait le tour, tu avais appris un maximum de choses au début parce que vous transitionnez vers un nouveau système de comptabilité. Puis au bout de 3 ans, là, il se passe des choses, tu as fait un peu le tour et là, tu t'ennuies. Voilà, je m'ennuie. Ça, c'est le premier symptôme avant le burn-out. Voilà, exactement. Mais je m'ennuyais vraiment. J'avais plus envie d'aller au travail. J'y allais, hein, mais vraiment. À la fin, en fait, on avait eu un retard de facturation qu'on avait bien repris à la fin, donc vers 3 ou 4 ans après que je sois arrivée. Et c'était vraiment. Je savais pas quoi faire de mes journées, quoi. Donc, voilà. Progressivement, comment est-ce que tu passes du bore-out finalement au burn-out? Donc, en fait, comme je m'ennuyais, j'ai changé de service. Et là, en fait, on devait travailler sur une nouvelle réglementation qui sortait. Donc, c'était septembre, quelque chose. On était en septembre, et la nouvelle réglementation sortait le 1er janvier. Et on a commencé à avoir beaucoup de travail parce que en fait on n'était pas vraiment prêts.
personne n'était prêt en fait. Comme c'était une nouvelle réglementation, même nos concurrents n'étaient pas prêts, enfin personne n'était prêt. Et on a commencé à faire des heures. Donc là, tu es passé d'un rythme où justement tu te fais un peu chier oui, dans voilà, ton ancien service, où là tu arrives dans un nouveau service, donc tu as un max de nouvelles choses à apprendre. Et en plus, tu apprends qu'il y a une réglementation qui va tomber, qu'il va falloir se mettre au point le plus vite possible. Voilà. Et là, je savais qu'il y allait avoir du boulot. Mais vraiment, j'ai été lâchée le premier jour. Je me souviens, en plus, ma manager était en vacances, donc bon, je lui en veux pas, mais je suis arrivée comme ça. Je suis arrivée au premier meeting. Il parlait mais de choses que j'ai pas fait d'études de finance, moi, donc je comprenais rien. J'essayais de faire en sorte de faire croire que je comprenais, mais c'était compliqué. Et finalement, en fait, ce que je faisais, ça consistait à faire du bête copier-coller dans Excel, en fait. Presque la plupart de mon temps, c'était ça, aller chercher des données, faire des copier-coller et établir des rapports qu'on devait donner aux clients. Et donc, il n'y avait rien de très intellectuel dans ce que je faisais. C'était très ennuyeux. C'était des choses que, en plus, j'ai appris un peu en même temps, mais c'était... Je ne comprenais pas tout ce que je faisais non plus, donc c'était très frustrant. Et puis, en fait, le fait d'enrichir des gens qui sont déjà très riches, moi, Moralement, tu n'étais pas forcément à l'aise avec ça. Exactement, voilà. Oui. Et donc, ça, tu l'as fait pendant combien de temps avant de ne plus du tout en pouvoir? Donc, j'ai commencé en juin, je pense, juin 2018. En juin, je ne sais plus quelle année. et je sais que j'ai commencé vraiment à pas être bien du tout on va dire attends que je dise pas de bêtises, mais en mars, quelque chose comme ça. Donc vraiment ça déjà moins d'un an après la prise de fonction, tu sentais déjà les effets de cette nouvelle position en fait. En fait en juin je suis arrivée, j'étais déjà très fatiguée. Je pense déjà j'étais psychiquement déjà très fatiguée. Et puis j'ai commencé à faire des heures sup. Et je me souviens d'une soirée, ça devait être en septembre ou en octobre, donc 2-3 mois après avoir pris mes nouvelles fonctions, où on a fait une réunion d'anciens élèves du primaire. Donc ça faisait peut-être 20 ans qu'on ne s'était pas vus. Et donc on était tous contents et tout. Et puis après, on commence à raconter nos vies. Et qu'est-ce que tu fais et tout. Et puis moi, je dis, je travaille dans ce Big Four-là. Et là, c'était le choc. Tout le monde me dit, quoi ? Mais non, mais c'est pas possible, toi, tu travailles dans ça, tu devrais faire de l'art, c'est vraiment pas possible. Et j'ai eu un choc, je crois que j'ai eu le choc de ma vie. C'est vrai, ça t'a bouleversée à ce point ? Oui, ça m'a bouleversée, oui. Et le lendemain, au bureau, j'ai pleuré toute la journée. Et qu'est-ce qui t'a le plus bouleversée dans cette phrase ? En fait, je crois que ça a été le déclic. Je savais au fond de moi que c'était un truc que je voulais pas faire, mais bon, je résistais quoi. Enfin, c'était tous les jours, enfin c'était la routine. Oui. Voilà. Et quand ils m'ont dit ça, je crois que ça a réveillé des choses en moi. Je me suis dit oui vraiment. Allez, j'avais quoi, 29 ans, je crois. Et je t'ai dit même si des gens que je n'ai pas vus depuis des années me disent quoi, toi, qu'est-ce que tu fais là-dedans ? Tu devrais être dans un milieu artistique. C'est que j'ai vraiment des questions à me poser sur mes choix et du coup ça a provoqué cette réaction du coup assez intense de pleurs et de mal-être. Voilà. Et je pense que de là, ça a un peu ça s'est, on va dire, empiré. Ouais. Plus les heures sup, on a fait des heures de malade. Donc... Tu me disais que c'est quand même un environnement de travail. Alors, ceux qui ont déjà travaillé dans un Big Four, si tant est qu'il y ait des auditeurs qui soient dans cette position, savent un petit peu de quoi tu parles, mais tu me disais que c'est quand même un environnement qui est très, très intense au niveau de la charge de travail et aussi des attentes professionnelles, et que c'est forcément le genre d'endroit où tu peux, on va dire, ça peut être monnaie courante d'avoir des gens qui se vantent finalement de faire un max d'heures et qui ont besoin finalement de dire, moi je suis là depuis je sais pas quelle heure, ou je pars à telle heure, ou qui disent qu'ils vont pas manger, qu'ils vont pas aux toilettes, etc.
Voilà. comme si c'était finalement une forme de fierté. Exactement, oui. Il y en avait plusieurs dans ma section. Ça a été une période difficile. À quel moment le point de non-retour a été atteint où là tu t'es dit c'est terminé, je ne peux plus retourner, je ne peux plus mettre les pieds au travail dans ce Big Four, c'est terminé? Alors c'était en été. Donc en été, on a eu moins de travail à faire. Ouais. Donc déjà, quelques semaines avant, j'avais pris ma manager à part et je lui ai dit j'arrête, je démissionne, je n'en peux plus. Et donc on a beaucoup parlé et tout. Et elle, je sais qu'elle elle est très gentille, hein, mais elle était aussi... je crois que toute l'équipe était très stressée. Ouais. Et je pense qu'elle était aussi très, très fort, très, très fatiguée et tout. Et si je partais, ça faisait une personne en moins aussi. Mm-hmm. Donc, elle a essayé de t'en dissuader? Voilà, elle a essayé. Et pour finir, on a trouvé un compromis. J'avais tellement d'heures sup et de vacances que j'allais prendre mes vacances pour faire un 3/5e. Ok, d'accord. 3/5e. Donc, on a commencé ça. Mais le problème, c'est que ça n'a pas résolu la chose. Oui. C'était, comme on dit, un pansement sur une jambe de bois. Voilà, exactement. Ça n'allait pas solutionner le problème de fond. Et donc, donc l'été, on avait moins de travail. Donc, elle a essayé de me mettre sur un autre projet pour me libérer un peu des idées. Sauf que j'étais tellement vidée que j'y arrivais pas. T'avais même pas l'énergie pour ça, voilà, en fait. Voilà. Ok. Et la dernière semaine, je me souviens, c'est assez flou. Ça faisait déjà des semaines que j'avais des crises de colère. Donc, quand je rentrais chez moi, je pétais un câble, mais vraiment, heureusement, mes parents et mon petit ami, je les remercie beaucoup parce qu'ils ont été Ils ont été compréhensifs pendant cette période. Oui, ouais. Mais bon, j'étais tout le temps dur. en train... c'était très dur pour eux aussi. Ouais. Et alors, je lâchais des choses, je lâchais des plats, j'avais plus de force. T'étais en fait en train de péter un câble, voilà, en fait. Oui. Ouais. Et j'arrivais plus à calculer. Alors que je suis très très forte en calcul mental normalement, mais des opérations toutes simples, j'y arrivais plus. J'avais des très grosses pertes de mémoire. Et donc la semaine avant que je ne parte, j'étais devant mon ordinateur comme ça et j'étais éteinte. T'étais en bug? J'étais en comme bug. Ça, ouais. J'arrivais plus. Incapable d'opérer, en fait. Voilà, incapable d'opérer. Donc j'étais là, je savais même pas ce que je devais faire et tout. Et voilà, j'étais... Et ça, donc c'était soit ça, soit je pleurais. Donc, et donc le vendredi soir, enfin le week-end, j'étais pas bien. Et je pense que mon petit ami, je crois il doit me dire... c'est lui qui a dû me dire... ne retourne pas là. Lundi, tu vas chez le médecin. Il faut que tu ailles chez le médecin. Ouais, voilà. Et c'était quoi ton image de toi-même à cette époque, quand tu étais dans cet état? Mais... Généralement, j'ai déjà du mal à avoir une bonne image de moi. Donc là, c'était vraiment au plus bas, on va dire. Ok. Oui. Et tu n'avais pas justement d'échappatoire, d'exutoire, parce que justement, à la base, tu as fait des études dans le design. Est-ce que pendant cette période, tu as eu envie de te reconnecter à ça? J'ai eu une période, mais ça devait être une période d'1 mois, plus ou moins, pendant ces 4 ans, où j'ai commencé à faire des tableaux. Vraiment, mais de l'art abstrait. Mais ça a duré 1 mois et après j'ai plus le temps en fait. J'ai plus le temps de faire. Et tu n'avais pas justement l'envie de te remettre là-dedans pendant cette période? Si. En fait, pendant plusieurs mois avant le burn-out au bureau, je pensais à comment je pourrais déjà lancer ma carrière d'illustratrice sur le côté. Parce que c'était vraiment ça dans ma tête que je voulais faire. Donc j'y pensais, je cherchais un peu sur internet quand j'avais un peu le temps. Mais par contre, j'étais trop fatiguée pour dessiner. Quand je rentrais chez moi, j'étais vidée, j'avais aucune envie en fait de dessiner même. J'avais envie dans ma tête, mais physiquement, j'étais bloquée. La concrétisation, ça ne se passait pas. Non. Ok. Et c'est vrai que du coup, je pense qu'à cette période-là, tu n'étais pas suffisamment, finalement, tu étais trop affaiblie aussi au niveau corps et mental pour avoir ce que ça demande aussi de faire de la création, parce que c'est très énergivore d'être dans la création. Donc, si je résume, tu passes finalement 5 ans, oui, ça presque 5 ans. Presque 5 ans dans ce rôle qui finalement t'a pas, on va dire, épanoui professionnellement.
moralement, heureusement, tu t'es entourée voilà, de personnes grâce à tes expériences précédentes et aussi au fait que tu aies rencontré ton chéri là-bas. Oui. Mais c'est difficile quand même parce que ça suffit pas dans une vie, même si on a un bon entourage, qu'on a le meilleur des compagnons ou de la meilleure des compagnes, il y a des choses qu'on doit régler avec soi-même. Oui. Donc tu tombes finalement dans ce burn-out un peu inévitable parce que ça ne correspond pas du tout. Et de là, je transitionne un peu vers ta renaissance parce que finalement, le fait que tu sois arrêtée, parce que c'est vraiment ce qui t'est arrivé, hein, tu étais en arrêt de travail, t'a permis de te reconcentrer sur ce qui te faisait le plus vibrer. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de la phase de renaissance après le burn-out? Alors, en fait, on m'a mise en arrêt maladie pendant... Je crois que j'ai dû rester 3 ou 4 mois en arrêt maladie. Ouais. Et au début, j'étais très fatiguée, donc j'ai pas fait grand-chose à part me reposer. Ouais. Mais après, très vite, j'ai voulu reprendre le crayon. Et, en fait, je crois que ça a été une libération. Le fait qu'un médecin pose un diagnostic sur ce que j'ai. Parce que, et le fait de ne plus devoir pendant un certain temps devoir aller au bureau, ça m'a libérée d'un poids et j'ai eu l'envie de commencer à m'exprimer par l'art. Donc j'ai acheté au début j'ai plein de trucs chez mes parents, donc j'ai pris des crayons, j'ai pris tout ce que j'ai trouvé. Et j'ai commencé à faire des petits dessins, mais vraiment des tout petits trucs. Puis j'ai commencé des fleurs. Et vraiment, ça c'est vraiment vite arrivé, les fleurs. Alors, est-ce qu'on peut faire le parallèle entre les fleurs et ton prénom? Ah oui. Donc, pour rappel, ton prénom, c'est Amaryllis. Oui. Et pour ceux qui ne le savent pas, ce qui était mon cas quand on s'est rencontrés, l'amaryllis, c'est une fleur, très jolie fleur. C'est une grande fleur comme moi, haut perché comme moi. Très élancée, très belle comme toi. C'est gentil. Et donc, quand tu t'es mis à dessiner, tu es naturellement allée vers des fleurs. Oui. Et ça, je trouve ce symbole hyper... comment dire, je dirais que je trouve finalement ça hyper symbolique, dans le sens où il y a cette idée, tu sais, j'en parlais un petit peu avec Clémence du studio Blumst, qui elle a cette baseline qui est que finalement on fleurit peu importe où on est planté. Je l'ai traduit en français dans ma tête, mais c'est cette idée un peu de tu es telle une fleur qui est en train d'éclore, et je trouve finalement ça assez fou que naturellement tu t'es mis à dessiner des fleurs comme si finalement c'était une manière de dire bah voilà, on est en phase là d'éclosion. Oui, de renaissance en fait. Oui, d'éclosion. Oui, c'est vrai que le lien est assez bien choisi. Mais j'avais vraiment envie de... En fait, depuis toute petite, j'adore dessiner des fleurs. Les fleurs de Van Gogh, je les reproduisais, les tournesols et tout. Génial. Et donc, j'adorais dessiner quand j'étais petite. Donc, je pense que c'est vraiment venu très naturellement. Et donc j'ai fait ça, j'ai essayé de trouver quelques cours en ligne aussi, ce qui m'a beaucoup aidé parce qu'il y avait une communauté d'artistes. Donc j'osais pas trop demander des questions ou écrire, mais rien que le fait de lire voir ce que les autres partagent. Voilà, ça m'a beaucoup aidé. Donc j'ai fait ça pendant on va dire quelques semaines, et puis après je me suis dit c'est ça que je veux faire, donc je me lance. Tu as osé. Voilà, j'ai osé. C'est génial. Voilà. Donc ça veut dire quoi, se lancer? Qu'est-ce que ça passe par quoi quand on a envie justement de vivre une carrière voilà, sur base de son art? Toi tu adorais dessiner depuis toujours, tu sais dessiner, mais c'est quoi les étapes? Alors les étapes pour moi, c'est surtout les étapes administratives, ce que je n'aime vraiment pas faire. Mais bon, il faut un peu le passage obligé, quoi. Oui. Et puis le fait aussi de le dire au monde. Donc ça aussi, c'est très compliqué. Donc au début, je ne montrais jamais ce que je faisais aux gens. Donc là, j'ai ouvert mon compte Instagram. Redonne-nous le nom.
Amylili Studio, donc Amylili Studio. Je vais vous mettre le lien aussi dans le détail des notes du podcast pour que vous alliez à tout prix la suivre parce que ce compte Instagram est génial et très très beau. C'est gentil. Mais là, on voit d'ailleurs, je l'avais ouvert en fait quand j'avais eu ma période abstraite. Donc au tout début, si on scrolle très très loin, bas, on voit un peu ma période abstraite. Et puis après, j'avais arrêté. Et puis j'avais commencé un peu avec de l'aquarelle. Ouais. Et puis très vite, donc mon compagnon avait un iPad. Il m'a dit tu devrais faire du digital. Je dis j'y arriverai jamais. Et puis pour finir, là maintenant, je suis presque 100% sur le digital. Donc comment tu décrirais ton style en tant qu'illustratrice? Alors, très féminin, très rose, alors qu'avant, c'est bizarre parce qu'avant, je détestais le rose. Mais... C'est vrai? Oui, mais là, maintenant, oui, en fait, c'est pour ça que j'ai utilisé le nom Amylili, parce que c'est une deuxième partie de moi, en fait. Amarili, c'est plus, on va dire plus sombre. D'ailleurs, quand je m'habille, je suis presque tout le temps en noir. Et Amylili, c'est la partie colorée, on va dire. Ouais. Et donc, c'est très féminin et très floral, en fait. Ouais, ça c'est vrai. Ouais. C'est un super univers, hein, mais je vais évidemment dire davantage à la fin pour que l'ensemble des auditeurs puissent aller jeter un petit coup d'œil à ce que tu fais. C'est gentil. Et je t'en prie. Et donc, cet univers que toi, aujourd'hui, tu développes, qui est féminin, floral, un peu rosé, aujourd'hui, c'est quelque chose que tu mets aussi au service des clients, de marques, etc. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Comment ça s'est passé, justement, du passage on va dire, tu crées un compte Instagram sur lequel tu commences à partager un peu tes travaux. Et aujourd'hui, tu commences tout doucement aussi à développer un portfolio professionnel pour le compte de clients. Comment tu es passé d'une étape à l'autre? Alors au début, ça a été très compliqué parce que personne ne me connaissait. Oui, bien sûr. On va dire. Donc les premiers, en fait, j'ai eu la chance pour l'instant de ne jamais avoir dû démarcher un client. Donc j'ai toujours été contactée. Donc je pense que ça a beaucoup été le hasard aussi. Donc au début, c'était mon premier client, c'était un ami d'une amie. Puis en fait je pense qu'avec le bouche à oreille ou avec ma présence sur Instagram qui commençait un peu à grandir, je pense que les gens commençaient à me connaître localement, donc j'ai eu quelques clients locaux et là j'ai quelques pages qui commencent à reposter mes posts, donc je fais pas mal de posts sur le féminin et sur le féminisme aussi, et donc ça marche assez bien ça sur Instagram. C'est super, ouais. Donc je me fais reposter de temps en temps. Ouais, par d'autres comptes. Par d'autres comptes qui ont beaucoup plus d'abonnés. Okay, ouais. Donc là je commence à avoir, je crois que je suis à 3500, quelque chose comme ça. Au moment où on enregistre, mais j'espère que... on est à 3600, mais j'espère que d'ici la fin du podcast, il y aura quand même... Alors bon, évidemment, je n'ai pas la prétention de te dire qu'il y aura le même nombre de gens qui vont venir s'abonner après cet épisode, mais j'espère au moins que quelques personnes iront suivre ton travail. Parce que moi, je trouve que justement, tu as cette qualité d'avoir ta patte, donc ce qu'on disait, ce côté très, très féminin, floral, etc., mais aussi d'avoir une certaine douceur qui peut vraiment être très versatile en fonction du client, de la marque. Donc aujourd'hui, ton dessin, on voit, ça représente aussi, ça peut être toujours quelque chose de très fleuri, des fleurs, mais ça peut être aussi des corps, ça peut être des messages engagés. Tu travailles aussi avec des marques qui sont, par exemple, dans l'univers plus, on peut dire... bien-être, cosmétique. Moi, je vois aussi beaucoup de passerelles possibles avec tout ce qui est bijoux. Enfin, voilà, il y a aussi ça, mais aussi des choses qui pourraient être totalement différentes. Tu avais travaillé sur un projet de livre au Luxembourg, justement, donc qui est différent des univers qu'on a cités. Et donc, comment ça s'était passé, ça? Donc, ça, c'est vraiment le pur hasard. Donc, en fait, l'année passée, j'avais répondu à une petite annonce de job freelance pour l'union commerciale de la ville de Luxembourg. Donc, et Jacques Schneider, qui est un artiste luxembourgeois, est un client, est un des commerçants affiliés à l'union. Donc j'ai été le voir pour me présenter. Super. Waouh. Donc t'es allée? Donc j'ai été. Okay. Il m'a dit le lendemain, mais on peut aller manger si tu veux le lendemain. Je sais plus. On a été manger le lendemain.
Alors Jacques, il est extra. C'est quelqu'un qui est plus gentil, tu ne peux pas. Il est vraiment très très gentil. Et j'adore ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui est dans la production, dans la création constante. Et il a des idées, mais c'est vraiment un vrai artiste, on va dire. Et donc on a été manger, et puis je lui ai montré un peu ce que je faisais. Il a dit « Ah, mais ce qui serait cool, c'est qu'on fasse un livre ensemble. » donc c'est génial comme projet, ouais. Donc donc on a fait un livre. Juste ça, voilà. Ils ont fait un livre. C'est génial. Est-ce que du coup ton livre, on peut l'acheter? Oui, on peut aller l'acheter à la Critzel Fabrique. Donc c'est ce qui est pas le commerce, mais l'établissement de Jacques. C'est son atelier, en fait, qui est à la gare. Ok, super. Donc je crois qu'il doit encore avoir quelques exemplaires. Ah, génial. Et vraiment, c'était Donc c'est un livre essentiellement d'illustration? En fait, j'ai illustré ses projets, en fait. Ok. Donc c'était c'est marrant comme exercice. Voilà. Donc il avait vraiment, il a fait des centaines de projets déjà dans sa vie, et on a choisi les plus gros projets qu'il a fait, et puis j'ai illustré. En fait, parfois, je l'illustrais lui en train de peindre, et c'était vraiment très 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 drôle à faire, très chouette, et ça m'a beaucoup aidé, je pense, aussi à prendre confiance en moi. Donc je le remercie vraiment pour c'est un chouette projet, et je trouve que justement tu t'étais lancée aussi pendant le confinement dans la mise en avant, la mise en lumière un peu de différents indépendants au Luxembourg. Et donc j'avais retrouvé aussi des portraits de 2-3 personnes que je connaissais aussi et qui étaient super bien. Je trouve que tu as aussi ce côté du coup dans ta collab avec Jacques Schneider. Oui. Mais aussi finalement dans ce que tu as fait, beaucoup cette envie de faire passer un peu ou de mettre en lumière aussi les autres. Oui, voilà, oui. En fait, comme je ne suis pas quelqu'un qui va aller vers les gens facilement, parce que je suis quand même assez timide. Une fois que j'y suis, ça va, mais au début, c'est un peu compliqué. J'ai quand même voulu un peu contribuer à montrer, à partager les artistes que j'aime bien, en fait, au Luxembourg, même s'ils ne me connaissent pas forcément. D'accord. Et donc, je me suis dit, au début du confinement, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Comment je peux aider les gens qui n'auront plus... même les commerces, les commerces qui sont fermés et tout. Et comme je ne gagne pas encore trop bien ma vie, on va dire, je ne pouvais pas trop les aider financièrement. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je fais de mieux ? Je dessine. Donc, je vais faire des portraits. Donc, j'ai commencé les portraits. C'était chouette comme idée. Donc, je le disais, toi, ça fait à peu près 1 an et demi que tu t'es lancée. Vraiment, sur ces derniers mois, surtout beaucoup plus de manière à travailler pour des comptes, pour des clients, pour des marques. Aujourd'hui, c'est ton objectif de continuer à développer cette partie commerciale ? Donc, je commence tout doucement à avoir des clients et avoir des projets vraiment très sympas. Mais je ne vis pas encore vraiment de ça à 100%. J'ai encore un peu d'argent de côté des heures sup que j'ai fait. Au moins, elles t'auront servi à quelque chose. Donc, je me suis dit, je prends encore quelques mois pour... Ouais. Tu t'es donné un petit peu une limite pour faire en sorte que ça décolle et que ça fonctionne. Exactement. Mais par contre, c'est très stressant parce que je travaille beaucoup. Pendant le confinement, là, même quand j'ai pas de projet, je travaille sur des illustrations pour moi, pour mon portfolio. Donc, je crois que j'ai dû travailler peut-être 12 à 14 heures par jour et j'ai pas fait de pause même les week-ends, donc ça on en avait discuté en off et je t'avais dit justement que c'est aussi un des plus grands risques quand on travaille à son compte et qu'on se dit maintenant je vais faire de ma passion mon métier, ma carrière, c'est de faire attention de ne pas tomber non plus parce qu'on peut aussi en faire un burn-out en fait. Oui, exactement. Donc c'est vrai que c'est toujours plus facile d'aller vers cette voie parce que c'est une voie qui te plaît, mais c'est tellement difficile pour que ça fonctionne au début qu'on peut aussi avoir tendance à oublier finalement qu'il faut aussi se préserver et que aujourd'hui tu peux compter que sur toi et donc c'est important que tu te préserves aussi, que tu préserves ton outil de travail qui est aussi ton
corps et ton esprit. Oui. Alors, écoute, on arrive à la fin de cette interview. Je ne sais pas comment te dire à quel point je suis reconnaissante en fait de notre échange que j'ai trouvé hyper riche. Et moi, je prends une claque par rapport à ce que tu as partagé avec nous aujourd'hui parce que je trouve que ça demande un courage et aussi une force. Oui. Tu vois, d'être capable de mettre vraiment des mots sur des choses qui se sont passées, sur des émotions et des choses qui ne sont pas toujours très valorisantes et que les gens ont tendance à cacher parce que forcément, montrer une certaine forme de vulnérabilité, ça peut toujours être un peu déstabilisant. Et je trouve que c'est ça aussi l'authenticité en fait, et c'est ce qui rend la personne aussi intéressante et attachante. Et donc moi, naturellement, c'est vrai que j'ai tendance à graviter vers des personnes qui ont plus cette faculté et cette facilité en fait à pouvoir prendre du recul sur des choses qui ont été faites dans le passé et à pouvoir dire en toute honnêteté ce qui s'est passé sans finalement essayer de se montrer sous son meilleur angle. En fait, c'est difficile. Même pour moi, hein, c'est compliqué d'en parler, mais je pense que c'est vraiment nécessaire. Parce que je pense que les gens ont du mal à en parler parce qu'on n'en entend pas. Exactement, voilà. Donc, comme je disais au début, si je peux aider quelqu'un, tant mieux. Donc, c'est génial. J'espère en tout cas qu'on pourra aider quelqu'un. Moi, c'est toujours ce que je me dis. Je me dis, tu vois, typiquement, si demain, c'est mon jugement dernier, tu vois, si vraiment j'arrive et qu'on me dit, bon, bah voilà, qu'est-ce que tu as fait de ta vie, machin, et qu'on me montre une personne à laquelle j'ai pu... pour laquelle j'ai pu contribuer à quelque chose dans sa vie ou quoi que ce soit, je me dis, ok, cette vie valait la peine d'être vécue. Parce que c'est ouf, en fait, tu vois. Bien sûr qu'on veut tous avoir l'ambition d'impacter des vies, d'impacter des gens, mais déjà une personne, une existence, c'est déjà énormissime. Donc, moi, j'avais vraiment envie de parler de ces sujets-là parce que c'est vraiment des trucs qui me tiennent à cœur. Et je me dis, tu vois, ça conjugue aussi deux choses qui m'intéressent beaucoup. C'est tout l'aspect vraiment créatif, sensible, mais aussi de dire que finalement... l'artiste que tu es aujourd'hui, elle n'aurait pas pu se construire si elle n'était pas passée aussi par cette phase aussi difficile. Tout à fait, oui. Et justement, je trouve que c'est un truc qui est super pour comprendre et avoir une bonne lecture sur ton art. C'est que tu as un art qui est hyper coloré, hyper festif, hyper acidulé et joyeux. Et je trouve que c'est vraiment le meilleur pied de nez en fait à ces temps difficiles. De dire maintenant, tout ce que je vais créer, tout ce qui va sortir de moi, ça va être que de la joie, que du plus, que du positif, parce que c'est ce que je suis maintenant. Et ça, je trouve vraiment génial et c'est communicatif. Merci. Écoute, j'espère en tout cas qu'on va te retrouver très très bientôt. Est-ce que tu peux nous redonner les liens pour te suivre, tout ça ? Oui, donc moi je suis vraiment surtout sur Instagram, donc si vous tapez Amy Lily Studio, donc AMYLILI Studio. Donc si on veut te contacter, on fait quoi ? On t'envoie un DM sur Instagram ? Oui, ou alors sur amylily.com. amylily.com. Et il y a un formulaire. Super. Je mets tous les liens dans les notes du podcast. Et vraiment, n'hésitez pas à aller suivre ce qu'elle fait. N'hésitez pas à la contacter pour des projets. Vous ne serez pas déçus. Elle est au top. Merci d'avoir accepté encore mon invitation et d'avoir été avec nous. J'espère te retrouver très bientôt. Oui. Et puis, prends bien soin de toi et à très vite.